Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Nous sommes le 25 mars 2023, il est 23h06. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'explorateur de fichiers de Kubuntu. Enfin, plutôt l'explorateur de fichiers de KDE, puisque toutes les distributions Linux qui utilisent l'environnement de bureau KDE utilisent donc le même explorateur de fichiers. Cet explorateur de fichiers se nomme Dolphin ou Dolphin. Ça dépend aussi comment on le prononce. Donc je le lance. Donc voilà, l'explorateur de fichiers, là j'avais dans mon dossier personnel. L'explorateur de fichiers de KDE, c'est quand même un très bon explorateur de fichiers, doté d'une multitude de fonctions, d'une multitude de réglages, et vraiment qui permet de faire pas mal de choses. Alors, la barre de menu qui est en haut, fichier, édition, affichage, allez, outils, configuration. Pour commencer, si vous appuyez sur CTRL M, elle disparaît. Si vous n'en avez pas besoin, si vous en avez besoin, CTRL M, elle réapparaît. Et ça, c'est valable dans de nombreuses applications. Je ne saurais pas vous dire lesquelles parce que j'ai pas essayé toutes les applications, mais dans de nombreuses applications, on peut cacher la barre de menu. Bon, ça fait gagner un peu de place sur l'écran. C'est pas grand chose, mais des fois ça peut servir. Si vous cachez la barre de menu, normalement vous aurez ici le menu sur ce petit icône en haut à droite. Vous voyez, donc là, bon, moi je préfère avoir la barre de menu, c'est plus simple. Maintenant on va passer dans la configuration de Dolphin. Voilà, on peut faire beaucoup de réglages. Donc dans la configuration, dans le général, dans le menu général, et c'est en français heureusement, vous pouvez déjà commencer à faire des réglages pour le comportement. Ça, alors c'est toujours pareil, comme à chaque fois je vous le dis, c'est en fonction des goûts de chacun. Chacun fera ses réglages tels qu'il a envie de les avoir. Et ça, moi je peux pas vous dire règle ça comme ça ou règle ça comme ça, puisque ce qui me plaît à moi ne peut pas forcément plaire aux autres. Donc il faut tester, il faut cocher les cases, il faut voir ce que ça donne, et si ça vous plaît, vous laissez, si ça vous plaît pas, vous faites un nouveau réglage, et ainsi de suite. Hein, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un bureau qui plaît et qui est fonctionnel. Donc voilà, donc ces réglages là déjà dans le comportement général. Ensuite ici vous avez l'onglet aperçu. Ici vous pouvez cocher ou décocher ce que vous voulez avoir lorsqu'on active les aperçus. Je vous montrerai ça après. Les confirmations. Quand vous allez mettre un fichier à la corbeille, si vous cochez ces cases-là, à chaque fois que vous mettrez un fichier, que vous supprimerez un fichier, il vous demandera est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer ce fichier. Au cas où vous ayez fait une erreur, c'est pas mal. Hein, toujours est-il que lorsque vous supprimez un fichier, il n'est pas supprimé définitivement, il va dans la corbeille, vous pouvez toujours le restaurer. Et la barre d'état, donc c'est ce qui se trouve en bas ici, là. Soit vous l'affichez, soit vous ne l'affichez pas. Le curseur de zoom, c'est ce qui est ici. Les informations relatives à l'espace libre, c'est ce qui se trouve ici, en bas à droite, là où il y a ma main, là, ma souris. Ensuite, dans le démarrage, vous avez des réglages à faire aussi. Ça, c'est encore la même chose. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Les modes d'affichage, c'est la même chose. Vous faites vos propres réglages. La navigation, c'est la même. Parce qu'on peut ouvrir plusieurs onglets ici, hein, en haut. Vous allez voir ça. Si vous cliquez sur un fichier archive, un zip, un rar, un tar gz, je sais pas, n'importe quel fichier archive, si vous cochez là-dessus, vous l'ouvrez en tant que dossier, donc pour voir ce qu'il y a dedans. C'est pas mal. Et puis bon, ça, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Le menu contextuel,
Donc ça, c'est le menu que vous obtenez en appuyant sur le bouton droit de la souris, comme là, par exemple, créer un nouveau dossier, document, fichier, hein, coller, trier. Et c'est pareil, alors ici, vous pouvez cocher ou décocher ce que vous voulez voir apparaître dans le menu contextuel. Ici, les réglages de la corbeille, je crois qu'on en a déjà parlé. Donc si vous cochez la case ici, supprimer les fichiers antérieurs, après vous réglez 7 jours, 8 jours, 9 jours, c'est comme vous voulez. Et puis bon, le retour des utilisateurs, ici vous pouvez contribuer aux statistiques d'utilisation, et ici vous pouvez aussi participer aux enquêtes. Alors j'ai jamais essayé, mais j'imagine bien que les enquêtes doivent être en anglais. Donc c'est pour ça que j'ai pas essayé, parce que j'en suis à peu près sûr. Donc je m'en sers pas. Voilà. Ok. Donc je retourne dans mon dossier personnel. Ici le zoom, vous pouvez régler la taille de vos icônes, de minuscule à très grand. D'accord. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur la touche contrôle, en la maintenant enfoncée et en roulant la roulette de votre souris. Ok. Ici vous avez l'indicateur de place restante libre sur le disque dur. Là on voit 206 Go de libre. Et vous pouvez lancer, si vous cliquez dessus, vous pouvez lancer l'éditeur de partition, le gestionnaire de partition, et puis quelques applications. Gparted n'est pas installé, donc si je veux le lancer, voilà, il me dit qu'il faut l'installer. C'est pas la peine d'installer Gparted, puisque dans KDE, nous avons déjà le gestionnaire de partition de KDE. Et ici, vous pouvez partitionner le disque, mais comme Gparted n'est pas installé, il vous propose simplement de visiter la page d'accueil. Et Firelight, je ne sais pas ce que c'est, tiens, faudrait que j'aille visiter la page d'accueil. Alors, donc ça c'était pour le réglage de l'apparence. Ici, vous voyez là, il m'affiche 10 dossiers. Si je vais dans mon dossier téléchargement, j'ai 7 dossiers, 10 fichiers pour un total de 8 Go 9. Si je clique sur affichage, afficher les aperçus, voilà les aperçus dont on a parlé tout à l'heure, hop, il m'affiche les aperçus des fichiers contenus dans mon dossier. Par exemple ici une image, ici un fichier ISO, ici une vidéo, une image, un fichier texte, une application, un fichier zip, un fichier TXT, un fichier TXT. Des dossiers. Donc puisque j'ai activé les aperçus, ici on voit des petites vignettes de ce qui est contenu dans ces dossiers. Dans celui-là il n'y a rien. Là ici nous avons des documents texte. Ici aussi, ici nous avons quelques images. Ça c'est vide. Et ici encore des documents. Il faut savoir qu'avec sous Linux, il est possible de dézipper, de décompresser n'importe quel fichier archive. En plus c'est assez rapide. Par exemple le fichier que j'ai là ici zip, si je clique avec le bouton droit, vous voyez c'est le menu contextuel dont on parlait tout à l'heure. Donc dans le réglage ce sera à vous de choisir ce que vous voulez voir apparaître ici ou pas. Si je fais ouvrir avec Arc. Arc c'est le gestionnaire d'archives. Voilà. Je vois que dans cette archive il y a 2 fichiers pour un total de 3 Go et un 48,6 kilooctets. Je peux ajouter des fichiers dans l'archive, je peux l'extraire ici directement. Sinon, il est possible aussi de l'extraire avec le menu contextuel. Si je clique sur extraire l'archive ici, il va extraire les 2 fichiers contenus dans l'archive ici dans mon dossier directement. Si je fais extraire l'archive vers, il me demande dans quel dossier, enfin à quel endroit je veux décompresser cette archive. Et sinon, si je fais extraire l'archive ici, détecter le sous-dossier, je le fais, il va créer un dossier, voilà, ici. Et le dossier portera le nom de l'archive.
Et dans ce dossier seront contenus les deux fichiers. Voilà, l'extraction est terminée. Et dans le dossier maintenant, on a donc les deux fichiers qui étaient contenus dans l'archive. Je le supprime parce que c'est pas la peine que je garde ça. Vous pouvez même décompresser des fichiers ISO. Ça peut être pratique des fois. Alors, ici j'ai une application. C'est une application, comment on appelle ça, autonome, qui n'a pas besoin d'installation, on n'a pas besoin de l'installer. Il en existe aussi, je crois, sous Windows, hein, des applications comme ça. Et il y en a beaucoup maintenant sous Linux. Ce sont des applications .appimage, app image. Voilà, ce sont des applications autonomes. On n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit et ça fonctionne. Si je clique dessus, il me pose la question: que voulez-vous faire avec ce fichier? L'exécuter ou annuler. Donc je vais l'exécuter. Voilà. L'application est lancée. C'est une petite application qui permet de créer des clés USB bootables de manière à pouvoir démarrer un ordinateur sur cette clé USB sur laquelle vous aurez mis une distribution Linux de façon à pouvoir installer Linux sur votre ordinateur. Une très bonne petite application, toute simple et qui prend pas beaucoup de place. Elle fait que 89 mégas,7. Voilà. Alors, ici dans le menu fichier, je reviens dans mon dossier personnel. Je décoche les aperçus parce que c'est pas très beau. Enfin, ça peut être pratique. Dans le menu fichier, on a quoi? Créer un nouveau dossier, fichier, document libre, LibreOffice. La suite LibreOffice est installée par défaut dans Ubuntu. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Ici, ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Si j'ouvre un nouvel onglet, hop, j'ai un deuxième onglet ici. Dossier personnel. Je peux aller dans un autre dossier. Mon dossier personnel est là, et là je suis dans vidéo. Ajouter aux emplacements, bon ça, on verra ça plus tard. Vous pouvez obtenir les propriétés d'un dossier ou d'un fichier ici. Dans édition, tout ce qui est en gris bien entendu. Là, j'ai rien de sélectionné. Si je sélectionne ça, je vais dans édition, voilà. Copier l'emplacement, hein, chercher, tout c'est sélectionné. Si je vais dans affichage, zoom avant, bon ça on peut le faire avec la souris, donc pas très utile. Le type de tri, le mode d'affichage. Ici on peut avoir des informations supplémentaires qui s'affichent sous le fichier ou dans une colonne, je me souviens plus. Si je fais taille, voilà, c'est ça. La taille s'affiche en dessous. Si je fais, c'est où déjà, par exemple type, voilà, ça s'affiche en dessous. D'accord? Bon, ça fait beaucoup de lignes, je trouve. J'enlève. Voilà. Ensuite, dans affichage, afficher les aperçus, hop. Donc là, on a des vidéos, on a une image, et on voit ce qui est contenu dans mes dossiers. Afficher par groupe. Donc c'est, voilà. Par groupe, en fait, il vous fait des groupes en fonction de l'alphabet. Alors scinder, c'est pour diviser en deux votre explorateur, ce qui permet de faire des copier-coller ou des glisser-déposer d'un dossier à l'autre. Ça c'est bien pratique. Alors, c'est où? Ah bah, je sais même plus où c'est, dis donc. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, c'était là, F3. Afficher les panneaux. Alors les panneaux, c'est cette colonne de gauche là, cette colonne de droite. Donc si je fais, si je me souviens bien, c'est F7, F7. Voilà, on a un panneau qui disparaît. Je rappuie dessus, c'est à gauche là.
Donc ça c'est le panneau de l'arborescence des dossiers. Si je fais, je crois que c'est F9, F9, là on a les dossiers du dessus qui sont partis. Si je rappuie dessus, hop, ça revient. Si je fais F4, je crois que c'est F4, voilà, F4, ça ouvre un terminal en bas de l'explorateur. Le terminal, c'est pour pouvoir entrer des lignes de commande. Et ça évite d'avoir à faire menu, console ou menu utilitaire. Non, c'est pas dans utilitaire, c'est dans système. Voilà, menu, système, console, pour lancer un terminal. On peut l'avoir directement dans le gestionnaire de fichiers et on peut taper des commandes. Si j'écris pas ça bien, ça va pas le faire. Donc là, c'est une commande en mode administrateur, c'est-à-dire que j'ai tapé sudo. Sudo, c'est le moyen, quand on est dans un terminal, de lancer une ligne de commande en mode administrateur. Donc il va vous demander votre mot de passe. Voilà, mot de passe. Et quand vous tapez votre mot de passe dans un terminal, on ne le voit pas. Là, c'est totalement à l'aveugle. Il n'y a pas moyen de faire afficher le mot de passe. Donc là, je lui ai demandé sudo apt update. C'est pour faire la mise à jour de la liste des logiciels. Et sudo apt bah mince, pardon, sudo apt dist upgrade, c'est pour faire la mise à jour de la distribution. Bon bah là il n'y a pas de mise à jour, vous voyez, 0 mis à jour, 0 nouvellement installé et 0 à enlever, 0 non mis à jour. Voilà le terminal. On peut faire plein de choses avec le terminal. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des distributions Linux, qui utilisent énormément ce terminal. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent utiliser le terminal plutôt que la souris et les interfaces graphiques. Alors bon, si on a créé les interfaces graphiques, c'est vraiment bien pour se simplifier la vie et ne pas avoir à retenir des centaines et des centaines de lignes de commande. Hein, avant, quand j'ai commencé en 2008, on tapait pas mal de lignes de commande. Et puis ça s'est démocratisé, les interfaces graphiques vraiment sont arrivées en masse. Et donc maintenant, on n'a plus vraiment besoin de taper de lignes de commande. Ensuite, donc, aller, bon bah là c'est tout simple. Outils, ouvrir un terminal, blablabla. Configuration, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis l'aide. Bon, manuel. Alors je pose, est-ce qu'il est en français ou est-ce qu'il est en anglais? Ah oui, il est en anglais. Forcément. Ça aussi, c'est un problème. Bon, on trouve facilement de l'aide dans les communautés, sur Internet, dans des forums en français sans problème. Quand vous posez une question, en général, vous avez une réponse à votre question dans la journée. Ou le lendemain. Ici, vous avez mes disques durs. Alors, ici, 32 Go, c'est le disque système. Parce que quand on installe une distribution Linux, il est très très judicieux de séparer son système de son dossier utilisateur. Parce que en créant deux partitions. Et c'est très bien parce que si vous devez un jour, ça arrive, c'est comme sous Windows, hein, il arrive qu'on doive réinstaller le système. Que ceux qui sont sous Windows me disent qu'ils n'ont jamais réinstallé Windows, je ne les croirais pas. Sauf qu'avec Linux, on réinstalle beaucoup moins souvent, et l'avantage c'est que l'installation prend environ 15 minutes. Ça prend pas 2 heures ou 3 heures comme sous Windows, donc c'est rapide. Alors le fait de séparer en deux partitions le système et l'utilisateur, ça permet de réinstaller sans avoir à tout recommencer. Hein, dans votre dossier utilisateur, vous avez tous vos documents, tous vos réglages. Si vous réinstallez, il suffit de réutiliser les mêmes partitions
en cochant seulement la case formater la partition système, mais surtout en ne formatant pas la partition utilisateur. Comme ça, vous réinstallez, paf, aussitôt vous retrouvez vos réglages, et il ne vous reste plus qu'à réinstaller les quelques logiciels que vous aviez avant. Prenez des notes avant de réinstaller. Quelques logiciels, et puis c'est tout. Voilà, une fois que vous aurez à réinstaller les mêmes logiciels que vous aviez auparavant, vous retrouvez votre bureau, votre distribution, tel que vous l'avez laissé avant de réinstaller. Donc ici, mon disque dur système, bon, j'ai réglé, je sais plus combien j'avais mis, parce que quand on partitionne, on règle la taille. Je me souviens plus, bon bref, la 32 Go 6, et il reste 11 Go 6 de libre. Ici le disque utilisateur, donc 432 Go,9, et il reste 206 Go de libre. Ici, ça c'est un, que je dise pas de bêtises, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Ouais, alors ça c'est un disque SSD NVMe de 500 Go, il reste 345 Go. Et ça c'est un SSD 2 pouces et demi d'1 Tera et il reste 353 Go. Voilà. Et vous voyez, au fur et à mesure que vos disques se remplissent, ici le bleu là, ça avance, quand ça arrive au bout, c'est que le disque est plein. Ça c'est une bonne indication. Alors, ah oui, les panneaux, il y a celui-là à droite, là j'ai oublié de vous le dire, celui-là c'est quoi? Je me rappelle plus son raccourci. C'est information. Alors information F11, voilà, si j'enlève F11, ça agrandit un peu, si je rappuie sur F11, on a le panneau information qui arrive ici. Alors si je vais par exemple dans mon dossier images, je sélectionne une image, et là tout de suite ici en haut à droite j'ai un aperçu de l'image, et ici j'ai toute une foule d'informations, la taille de l'image, la date de création, la taille en pixels, le temps d'exposition de l'appareil photo, la vitesse, enfin vraiment il y a beaucoup d'informations, la marque de l'appareil photo, donc ça c'était une photo que j'avais fait avec mon ancien téléphone, le Huawei, je sais plus quoi exactement, la date de la prise de vue, donc voilà, ouverture de l'objectif, ça c'est pas mal. Si je vais dans le dossier vidéo, je vais par exemple aller dans mes vidéos à moi. Ici, je sélectionne cette vidéo. Donc on voit que c'est une vidéo qui fait 262 mégas, la date, les dimensions en pixels, la durée et le débit en mégabits seconde et la fréquence d'image, 30 images par seconde. Et si je veux savoir de quoi ça parle, je clique ici et je peux déjà la lire dans l'explorateur. Nous sommes le samedi 11 mars. Voilà, ça c'est pas mal. Si je vais par exemple sur cette vidéo, donc là on a toujours nos informations, vidéo MPEG 4, 3 Go 8, la date de création, la taille en pixels, la durée 5 minutes 27, le débit en mégabits, 100 mégabits seconde, 29 images 97 par seconde, rapport d'affichage. Donc vous voyez, c'est vraiment complet au niveau des informations. Maintenant, si vous allez dans configuration, configurer Dolphin, ce que je vous disais tout à l'heure à propos des infobulles. Si vous activez les infobulles, j'applique. Si je passe ma souris sur une vidéo, sur la première par exemple, je la sélectionne. Donc on a les informations à droite. Si je passe ma souris sur la vidéo, j'ai ici dans une infobulle, donc une fenêtre, une petite fenêtre qui s'est ouverte, dans laquelle j'ai exactement les mêmes informations que dans le panneau information de la colonne de droite. Donc en fait, si j'utilisais les infobulles, je pourrais simplement désactiver, on a dit F11 je crois, ouais, c'est ça. Je pourrais désactiver la colonne de droite puisque j'utilise les infobulles. Mais les infobulles, dès que vous enlevez votre souris, elles s'éteignent, enfin elles se ferment, donc je préfère avoir la colonne de droite avec les informations ici, plutôt que afficher les infobulles. Je trouve ça plus... En plus, ça reste, si vous sélectionnez une vidéo
et qu'après vous cliquez ailleurs. Zut alors. Ça c'est quand on veut faire les choses trop vite. Enfin voilà, donc le panneau information, je trouve ça vraiment génial. Maintenant, la corbeille. Quand vous avez un fichier dans la corbeille, sous Windows, je crois qu'on peut faire la même chose. Hein. Vous cliquez dessus avec le bouton droit, vous pouvez le restaurer si vous l'avez effacé par erreur. Hein. Ça c'est important. Si je vais dans le dossier images, j'ouvre une image, je clique dessus, ça lance une application associée à l'explorateur de fichiers qui s'appelle GwenView. Et dans cette application-là, donc, c'est pour visualiser vos images. Vous pouvez faire déjà pas mal de choses. Hein. Tourner l'image. Donc j'appuie sur CTRL Z pour annuler. Vers la droite. Vous pouvez image en miroir. Ça peut être utile pour certaines prises de vue. Retourner. Là par contre je vois pas. Mais enfin c'est vrai que ça peut servir. Redimensionner. Bon bah là c'est simple. C'est à vous de choisir hein, la taille en pixels que vous voulez. Si vous conservez le rapport d'affichage, vous avez par exemple besoin que de... Si je veux redimensionner l'image en 1200 de large, voilà, automatiquement, ça calcule la taille de la hauteur. 1200, 552 pixels. Si je veux qu'elle fasse 1000 pixels de haut, voilà, 2171 pixels de large. Vous avez ici, vous pouvez voir en pourcentage aussi. Et la taille du fichier actuel et la nouvelle taille après redimensionnement. Si je veux rogner l'image, vous cliquez sur rogner, vous avez les petites poignées qui apparaissent ici, dans les coins, ici. Si je veux supprimer le cul du bus qui est là, hop, je rogne. Ça c'est pratique aussi. Bon, l'effet yeux rouges, ça c'est sur des photos avec des gens. Si vous voulez rajouter une annotation sur votre image, vous pouvez aussi le faire. Donc, hein, je m'en suis jamais servi de ça. Mais bon, vous voyez, il y a pas mal de... Ensuite, renommer, mettre à la corbeille, supprimer, copier. Alors, il y a une différence entre mettre à la corbeille et supprimer, attention. Si vous mettez à la corbeille, comme je vous l'ai dit, vous pourrez restaurer le fichier si vous vous êtes trompé. Si vous supprimez, c'est supprimer définitivement. Copier vers, il vous demande dans quel dossier vous voulez le copier, enfin, quelle est la destination que vous voulez utiliser. Déplacer vers, c'est pareil. Où vous voulez déplacer le fichier. Lier vers, bon bah là, lier vers, c'est un truc que j'utilise jamais. Ouvrir avec, il vous demande avec quelle application vous voulez l'utiliser. Si par exemple je veux l'utiliser avec The Gimp, voilà, The Gimp c'est un éditeur, je crois que je vous l'ai déjà dit, un éditeur d'images très puissant qui permet de faire de très très nombreuses choses. Alors ça, je pourrais pas vous détailler l'utilisation de The Gimp parce que je suis une quiche dans ce domaine. Moi, tout ce qui est modification d'image, je ne sais pas du tout. Donc je pourrais pas vous aider là-dessus. Mais bon, c'est très puissant. On peut faire une multitude de choses avec. Et ensuite, vous pouvez créer un dossier, enfin voilà. Là c'est pareil, normalement si je fais CTRL M, la barre de menu disparaît, CTRL M elle réapparaît. Et ici vous pouvez toujours encore configurer les barres d'outils en prenant, si vous n'avez pas assez de boutons là-haut par exemple, vous voulez vous rajouter des boutons, vous prenez ici un bouton, par exemple couper, vous le glissez ici, et si je fais appliquer, hop, j'ai mon bouton couper qui apparaît ici en haut à droite. Et ensuite, si je veux le déplacer, voilà, maintenant il est là. Hein, donc ça c'est toutes les barres de menu toutes les barres ici de boutons sont configurables. Donc ça c'était pour, et ici vous pouvez zoomer sur l'image.
Et vous pouvez choisir l'affichage en pourcentage. 100%, 87%, ajusté à la taille de l'écran, enfin à la taille de la fenêtre plutôt. Enfin voilà, donc ça c'était Gwenview qui fait partie, qui est une application liée à Dolphin. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Ici, oui alors, ici nous avons ces trucs-là, les panneaux d'information de dossier. Vous pouvez les déverrouiller en cliquant avec le bouton droit ici en haut sur le haut de la fenêtre. Déverrouiller. Et donc vous voyez apparaître des petites croix. Donc si je le clique dessus, je vais supprimer le panneau. Celui-là aussi à droite là. Mais vous pouvez, alors ça déjà les panneaux, vous le prenez en prenant le haut de la fenêtre. Raté. Maintenant il me l'a mis là. Zut. Bon c'est pas grave. Vous pouvez créer des onglets ici, mais vous pouvez les déplacer. Si je ferme celui-là, et là j'ai tout fermé. Maintenant, je retourne dans mes panneaux, emplacement. Ah, il veut pas me le défaire. Bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, vous pouvez les placer l'un sous l'autre, l'un sur l'autre, comme vous voulez. Je remettrai ça plus tard, comme c'était. Et vous pouvez ici à nouveau verrouiller les panneaux. Donc scinder F3, on divise en deux, F3, on enlève la division. Ici nous avons quelques petites icônes, mode d'affichage détaillé, mode d'affichage en liste et mode en icône. Voilà, donc Dolphin. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, je pense pas. Le gestionnaire de fichiers de KDE. Ah si, j'ai oublié de vous dire un truc. Quand vous allez sur le disque système, donc ça c'est très important le disque système, surtout, il ne faut jamais effacer quoi que ce soit là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous ne pouvez pas. Parce que si je vais dans un dossier classique, un de mes dossiers à moi, vous voyez, quand je clique avec le bouton droit, ici j'ai déplacé dans la corbeille ou supprimer. D'accord? Si je vais sur le disque système, si je clique avec le bouton droit, il n'y a pas ni mettre à la corbeille, ni supprimer, parce qu'on ne peut pas. Tout simplement, on ne peut pas en tant qu'utilisateur. On peut supprimer ou modifier ces fichiers ou ces dossiers uniquement lorsqu'on a les droits d'administrateur. Donc c'est-à-dire la personne qui a installé la distribution et qui au moment de l'installation de la distribution a créé son login, c'est-à-dire son nom d'utilisateur et son mot de passe. Lui, il sera administrateur. Voilà. Quoi qu'il en soit, on n'efface pas des dossiers dans le dossier système. On n'efface pas de fichiers, on n'efface pas de dossiers. Ah, bah sinon vous rendez votre distribution inutilisable. C'est bien protégé. C'est pas comme... alors, aujourd'hui, je sais pas comment c'est aujourd'hui, puisque je vous ai déjà dit, ça fait 15 ans que j'ai lâché Windows, donc ça fait des... Même ma femme, son ordinateur est sous Linux. Dans Windows, dans mes souvenirs de Windows, je me souviens qu'on pouvait, sans problème, effacer des dossiers ou des fichiers système. En allant dans l'explorateur, dans la colonne de gauche de l'arborescence des fichiers, je me souviens plus le nom je ne me souviens plus du tout du nom des dossiers qui contenaient le système, mais on pouvait aller faire ce qu'on voulait là-dedans. S'il y en a un pote à vous, il avait envie de vous emmerder, il disait tiens, je peux utiliser ton ordinateur 5 minutes? Ouais, vas-y. Et puis il allait dans les dossiers système, il foutait la merde, et puis votre ordinateur, il marchait plus. Il fallait réinstaller Windows. Et réinstaller Windows, installer Windows, plus refaire la configuration de l'ordinateur, plus réinstaller tous les logiciels qui vont avec, c'est un truc qui prend en moyenne, on va dire, 4 plombes. 4 heures. Hein. Dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. Donc voilà. Ici, on peut pas. Et ça, c'est très bien. Le seul moyen de le faire, c'est d'avoir
le mot de passe de l'administrateur. Et si l'administrateur est malin, il ne vous le donne pas. Hein, c'est normal. De la même manière qu'on ne peut pas installer ou désinstaller un logiciel, je vous l'ai dit, hein, sans le mot de passe administrateur. Donc ça, c'est vraiment important. Autre chose, sous Linux, on n'a pas d'antivirus. On n'a pas d'antivirus d'abord pourquoi? Parce que tous les virus sont faits pour attaquer ce qui est le plus répandu dans le monde, c'est-à-dire Windows, Microsoft. Chez Apple non plus, il n'y a pas d'antivirus. Alors, il en existe, mais on n'est pas obligé d'en utiliser. Parce que l'architecture et la structure de ces distributions, aussi bien Apple que Linux, sont différentes de Windows. Et en théorie, on ne peut pas avoir un fichier qui s'auto-exécute. Parce que les virus, bien souvent, se répandent dans votre ordinateur Windows par le biais d'un fichier qui s'exécute tout seul sans que vous vous en rendiez compte. Et sous Linux, on ne peut pas avoir des fichiers qui s'auto-exécutent. Alors il existe des virus, ça s'appelle des rootkits je crois. Mais pour ça, il faut que le gars qui crée le virus puisse pénétrer votre système en tant qu'administrateur, et c'est pas gagné puisque les mots de passe sont chiffrés sur je ne sais plus combien de bits. Vous voyez, donc ça c'est vraiment c'est une très grosse sécurité. Donc il n'y a pas besoin d'antivirus. Il n'y a pas besoin de défragmenter son disque dur comme je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Je crois que on a parlé de ça dans une vidéo. On n'a pas besoin sous Linux de faire de la maintenance tous les jours, tous les 4 matins, en défragmentant le disque dur, parce que ça fragmente pas. Enfin, ça fragmente un petit peu, mais ça fragmente pas comme Windows. On n'a pas besoin de faire des recherches de malware, de spyware. On n'a pas besoin de faire des recherches de virus. Donc la défragmentation c'est pareil, parce que ça prend du temps la défragmentation sous Windows. Alors maintenant je crois que ça se fait en tâche de fond sans que vous vous en rendiez compte. Bon ça c'est pas mal. Mais avant je me souviens que quand on lançait une défragmentation, on attendait que ça se termine. Puis des fois ça durait, en fonction de la taille du disque, ça pouvait durer des heures. Alors sous Windows maintenant je crois que ça se fait en tâche de fond. Et donc c'est pour ça que parfois je vais chez des amis qui ont des ordinateurs sous Windows. Et comment dire, l'ordinateur, il n'y a personne dessus, et le disque dur, il mouline, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et mon pote, il me dit, il doit être en train de défragmenter. Je dis, ah d'accord, ok. Et donc pendant qu'il défragmente votre disque dur sous Windows, ça vous ralentit le système. Puisque lui, le disque dur, il travaille à fond déjà. Donc si vous lui demandez autre chose en attendant, ça ralentit le système. Donc vos logiciels se lancent moins vite, et ainsi de suite. Alors, vous me direz, parce que ceux qui ont parce que je pense que vous avez tous des ordinateurs sous Windows, vous me direz si c'est encore le cas, si ça ralentit le système. Dites-moi, parce que je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Enfin, toujours est-il que sous Linux, on est peinard. On n'a pas à faire toutes ces tâches rébarbatives. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.